Bienvenue chez le compteur. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le subreddit Pro Revenge. La première histoire est postée par Supprimé. Au lycée, il y a plus de 10 ans, j'étais calme et attentif en classe. Les professeurs m'appréciaient. Je n'étais pas populaire, mais j'avais de bons amis. Je dis tout cela pour expliquer que le lycée a été relativement calme pour moi. Je faisais du sport, j'étais dans le journal étudiant et j'avais de bonnes notes. Cependant, tout a changé au deuxième semestre de ma première. J'ai toujours été un grand lecteur. Mon professeur d'anglais de troisième m'a recommandé de passer en anglais avancé, ce que j'ai fait en troisième, en seconde et pendant la première moitié de première. Puis on m'a inscrit en littérature classique au deuxième semestre de mon année de première. J'ai toujours aimé les histoires grecques et romaines, et j'avais déjà lu par moi-même la liste de lectures classiques typiques du lycée. Ça ne me dérangeait pas de les relire, jusqu'à ce que je rencontre Madame Umbridge. Elle faisait semblant d'être gentille, mais elle était franchement méchante. Elle a aussi décidé qu'elle me détestait. Je ne sais toujours pas pourquoi, ni quelle transgression j'ai commise, mais elle me haïssait. Je suppose que c'était à cause de mon habitude de m'assoupir parfois en classe. À l'époque, j'avais des problèmes de thyroïde non diagnostiqués, et je me levais à 5 heures du matin pour aller à la piscine. Je dis parfois, parce que cela arrivait peut-être 2 fois par mois au total entre les 8 cours que j'avais. Je ne me rappelle pas m'être endormi dans son cours, mais ça a pu arriver. Quoi qu'il en soit, son cours comportait 50% de dissertation et de commentaires. Le reste était constitué d'interrogations aléatoires et de quelques tests. Je faisais partie du journal étudiant et j'étais un bon écrivain. Je n'étais pas inquiet de maintenir un B ou plus. On a écrit notre premier devoir et j'ai eu un D. J'étais choqué. Le seul cours où j'avais du mal était la chimie et ma note la plus basse était un C. Après le cours, j'ai demandé à Madame Umbridge ce que j'avais fait de mal, car ses notes étaient minimes. Elle m'a dit que mon évaluation de la matière était peu inspirée. Ok, pouvez-vous me donner un exemple d'une évaluation inspirée? Revenez pendant l'heure d'étude. Pensant qu'elle aurait des exemples de matériel à me montrer, j'ai obtenu un laissez-passer pour aller la voir en salle d'études. Mais non. Elle a passé 1 heure entière à me dire que j'étais un idiot. Je me souviens d'être parti en pleurant, car elle ne m'avait rien dit de constructif. Mon ami, l'éventuel major de promotion, a proposé de m'aider pour mon prochain devoir. Mon ami et moi avons passé des heures sur mon prochain devoir. Elle n'a jamais eu moins d'un A- sur quoi que ce soit. J'ai eu un autre D. Mon amie était furieuse. Elle l'a apporté à son professeur d'anglais et lui a demandé de le revoir. Elle a dit qu'elle participait à un cours d'écriture et qu'elle voulait des conseils. Il a dit que c'était génial, son travail typique valant un A+. Mon amie, plus rapide à la détente, m'a demandé une copie de mon devoir original. Elle a demandé à son professeur d'anglais de le regarder aussi, et il a dit qu'elle devrait soumettre le premier. Celui-là était encore bon. Il lui aurait probablement donné un A-, mais l'autre devoir était meilleur. Mon ami était convaincu que Madame Umbridge me traitait injustement pour une raison quelconque, et qu'elle ne devait pas m'aimer. Mon ami voulait que j'en parle à mes parents ou à mon conseiller d'éducation. Un professeur ne m'aimait pas, cela n'était jamais arrivé. Bien sûr, ils ne m'aimaient pas tous, mais aucun ne m'avait vraiment détesté. J'ai décidé d'essayer encore une fois, mais cette fois-ci, j'ai demandé à Madame Umbridge de m'aider. Malgré les horreurs que j'avais vécues en salle d'études avec Madame Umbridge, je suis allé dans son bureau 3 fois avant la remise du devoir suivant. Elle a relu le devoir et m'a donné des conseils pour le réviser à chaque fois. Elle le faisait au stylo rouge. J'ai pris des notes. Au moment où le devoir suivant était à rendre, j'avais 3 versions révisées, avec ces notes à l'encre rouge sur chacune d'elles. J'ai eu un D+. Elle a souri et m'a félicité pour mon amélioration. Connasse. J'en avais assez. Mon ami avait raison. Cette connasse m'en voulait, faisait exprès de me donner des mauvaises notes. Je suis une personne décontractée, mais j'étais énervé. Je n'avais jamais été aussi énervé. J'ai apporté mon devoir à mon professeur qui encadrait le journal étudiant. Bien sûr, il n'enseignait pas l'anglais, mais notre journal étudiant gagnait constamment des prix grâce à son travail. Je lui ai dit que j'avais des problèmes en anglais et demandé s'il pouvait regarder mon devoir et me donner des conseils. Il était un peu confus quant à la raison pour laquelle je n'avais pas demandé à mon professeur d'anglais, mais il l'a fait. Il m'a également dit que mon devoir était excellent, mais m'a donné quelques changements mineurs à faire. Je lui ai demandé s'il pensait que c'était un B ou mieux. Il a dit qu'il lui donnerait un A. Pas à 100%, mais un bon A. Je suis allé voir mon ami, et nous avons réfléchi. Je ne pouvais pas demander un ajout retrait de cours, ce n'était pas la fac. On ne change pas de classe dans mon lycée, à moins que le professeur ne recommande une matière avancée. Ce n'est pas vrai, dit mon ami. Les joueurs de football et de basketball sont tout le temps transférés dans des classes plus faciles afin de maintenir leurs notes à un niveau élevé et de pouvoir participer aux matchs. Le directeur sportif était un ami de mon père, alors j'ai décidé de le rencontrer, ainsi que mon entraîneur de natation, un jour après l'école. Je leur ai dit que je risquais de perdre mon droit de nager parce que j'avais un D dans une classe. Je voulais changer de classe, mais je savais que j'aurais besoin de l'approbation de l'administration, que je n'obtiendrais pas sans une bonne raison.
Ils m'ont demandé si j'avais demandé de l'aide. J'ai expliqué que j'avais demandé de l'aide à plusieurs personnes, mais que ma note ne s'améliorait pas. Je ne savais pas quoi faire. Ils ont demandé à voir mes devoirs. Je me suis assis pendant qu'ils les lisaient. Ils m'ont tous deux regardé avec confusion. Aucun d'entre eux ne pouvait comprendre comment ces copies ne valaient qu'un dé. Le vice-président du conseil étudiant a été amené. Il a demandé qui m'avait aidé. J'ai expliqué que c'était mon amie. Il savait qui elle était, encore une fois, la future majeure de promo, et qu'elle avait même demandé à son professeur d'anglais d'y jeter un œil pour avoir des conseils. J'avais également demandé à mon professeur qui encadrait le journal étudiant de m'aider. Le vice-président du conseil étudiant m'a demandé si j'avais déjà demandé de l'aide à mon professeur. J'ai souri et lui ai tendu les 3 versions corrigées du devoir numéro 3 avec l'encre rouge de Madame Umbridge partout dessus. Il a froncé les sourcils. Le professeur d'anglais de mon ami et mon professeur qui encadrait le journal étudiant ont été invités à la réunion. On leur a demandé de noter les copies. Les 3 copies ont eu un 1- ou plus. Pendant ce temps, mon père a été convoqué par le directeur sportif. Mon père était furieux. Il a exigé que je sois changé de classe et que mademoiselle Umbridge fasse l'objet d'une enquête. Il est clair qu'elle ne notait pas les élèves sur leur travail, mais d'après ses opinions personnelles. L'administration de l'école a évidemment été choquée par l'accusation selon laquelle un professeur traitait les élèves de manière injuste. De nombreuses discussions auxquelles je n'étais pas autorisé à assister ont eu lieu dans le bureau du proviseur adjoint. J'ai pu entendre de nombreux cris alors que 6 hommes adultes se disputaient sur les prochaines étapes à suivre. Il a été décidé que moi-même, mon père, le proviseur adjoint et le directeur des sports rencontrerions Madame Umbridge. Le lendemain matin, avant l'école, nous nous sommes tous réunis. Madame Umbridge semblait penser qu'elle allait pouvoir dire à tout le monde pourquoi j'étais si stupide. Le proviseur adjoint a expliqué que si je maintenais un dé dans son cours, je perdrais mon éligibilité aux activités parascolaires, et nous étions tous réunis pour discuter de ce qu'il fallait faire. Elle a souri et a dit que je devrais être transféré en anglais de base, et que je n'avais rien à faire en anglais avancé. Je n'avais pas les aptitudes nécessaires pour comprendre la littérature classique complexe qu'ils étudiaient, et j'aurais probablement besoin d'un tuteur pour me débrouiller en anglais de base. Je n'avais jamais vu mon père aussi rouge, et je m'attendais à voir de la vapeur sortir de ses oreilles. Le proviseur adjoint a demandé pourquoi elle n'essayait pas de m'aider à m'améliorer. Elle a répondu que c'était aux étudiants de prendre l'initiative de s'améliorer. Le proviseur adjoint a demandé si cela signifiait que je ne lui avais jamais demandé de l'aide. Elle a répondu par la négative. Le proviseur adjoint a alors sorti les 3 versions corrigées du devoir numéro 3 et les a remises à Madame Umbridge. C'est à son tour d'être rouge. Elle m'a traité de menteur et a dit que ses notes n'étaient pas les siennes. Les choses se sont envenimées et on m'a demandé, cette fois encore, de sortir. Je me suis assis devant le bureau. Cette fois, la secrétaire était là et nous avons tous deux entendu les cris. Les cours devaient commencer dans 30 minutes et ils ne faisaient que crier. Puis le professeur d'anglais et mon professeur qui encadrait le journal étudiant ont été appelés à nouveau. Encore des cris. Environ 5 minutes avant le début des cours, les professeurs sont partis et on m'a rappelé. Si les regards pouvaient tuer, je serais mort sur place quand Madame Umbridge est sortie du bureau du proviseur adjoint. Je suis passé en anglais de base immédiatement. Ma note actuelle ne serait pas prise en compte. Je n'aurais pas besoin de rattraper les devoirs passés, et mon nouveau professeur serait chargé de me noter uniquement sur les devoirs à venir. Ma nouvelle professeure d'anglais, Madame Honey, se trouvait être la directrice du département d'anglais. Elle avait au moins 65 ans et faisait cela depuis des décennies. Après 2 ans et demi de cours d'anglais avancé, ce cours était plus facile que le cours de sport. J'avais à peine besoin d'essayer pour avoir un A, mais je refusais de laisser Madame Honey penser que Madame Umbridge avait raison. J'ai fait plus d'efforts dans ce cours que dans tous les autres ce semestre-là. J'ai terminé mes projets si vite qu'on m'a demandé de donner des cours particuliers à une fille qui avait des difficultés. J'ai passé la moitié du cours à aider cette fille à comprendre la matière. Je l'ai aidée à passer d'un C- à un B+, et j'ai eu quelque chose comme 104% à ce cours. À la fin du semestre, Madame Honey m'a convoqué dans son bureau en salle d'études. Elle m'a recommandé de retourner en anglais avancé pour la dernière année. Je devais avoir l'air paniqué, car elle m'a assuré que Madame Umbridge ne serait pas mon professeur. En fait, elle ne serait le professeur de personne. Elle partait à la fin de l'année scolaire. Madame Umbridge n'avait qu'une vingtaine d'années et n'était pas mariée, trop tôt pour prendre sa retraite. Et mon lycée était dans l'un des districts scolaires qui payait le mieux de tout l'État. Je savais ce que signifiait ce départ, mais Madame Oni m'a quand même expliqué que j'avais été mis dans sa classe exprès. L'administration de l'école a fait confiance à Madame Oni pour déterminer la véracité de l'affirmation de Mademoiselle Umbridge selon laquelle je n'étais qu'un idiot et un menteur. Madame Oni a déclaré que ma place était clairement en anglais avancé. Elle s'est excusée si son cours n'avait pas été assez stimulant pour moi. J'ai pleuré. Toutes les larmes de mon corps, la mort vend prime. Je ne l'avais pas réalisé, mais une partie de moi avait cru Mademoiselle Umbridge jusqu'à ce moment-là. Madame Oni m'a prise dans ses bras et m'a consolé. J'ai passé ma terminale en anglais avancé, et j'ai passé mes heures d'études à donner des cours particuliers aux élèves en difficulté de Madame Honey.
Aujourd'hui encore, je pense assez régulièrement à cette horrible femme. Ma carrière est fortement basée sur l'écriture, et je m'inquiète toujours de manière obsessionnelle de mon écriture. J'espère qu'elle n'enseignera plus jamais, car elle a fait des ravages sur ma confiance en moi. La dernière histoire est postée par Rocky Mouse. À la fin des années 90, ma femme et moi venions de nous marier et de prendre un nouveau départ. Nous avons décidé de faire un DINK, Double Income, No Kid, de salaire, pas d'enfant, pendant quelques années afin d'économiser pour un acompte sur une maison. La bulle Internet était encore en hausse et j'étais un développeur de logiciels fraîchement diplômé. J'ai occupé un emploi de premier échelon pendant un certain temps, puis j'ai été recruté dans une nouvelle ville pour un nouvel emploi dont le salaire était 3 fois supérieur à celui que je gagnais auparavant. C'était une offre trop belle pour la laisser passer. J'ai fait les calculs et c'était une évidence. En vivant frugalement et en économisant tout mon salaire, en vivant uniquement sur son revenu, nous aurions facilement assez d'argent en un an pour verser un acompte de 20% sur une nouvelle maison. Nous avons loué un appartement dans la nouvelle ville au prix de 950 $ par mois. Le propriétaire était un agent immobilier qui possédait un appartement de 2 chambres à coucher comme investissement immobilier. Appelons-le Hank Wazowski. Hank est un homme mince, grisonnant, sans état d'âme. Il était assez agréable, mais superficiel, sec, et n'avait aucun sens de l'humour. Il a tenu à expliquer qu'il n'était en aucun cas responsable de l'entretien du broyeur à ordures, qu'il n'était pas inclus dans le contrat de location, et qu'il ne serait pas responsable de sa réparation en cas de panne. Ok. Il semblait que nous l'amusions légèrement, un jeune couple de jeunes mariés désemparés, mais je pouvais voir qu'il voulait nous louer l'appartement parce que nous étions manifestement un choix sûr comme locataires. Nous avons rempli le contrat de location et le justificatif de situation professionnelle, et c'est là que mes problèmes ont commencé. Hank a bien regardé le justificatif de situation professionnelle où j'ai indiqué mon titre de travail, développeur de logiciels, et mon revenu, 75 000 $. Pour un jeune de 23 ans en deuxième année d'université, à la fin des années 1990, c'est une petite fortune. Si l'on ajoute le salaire de ma femme, nous avions un revenu à plus de 6 chiffres, et nous louions un appartement bien en dessous de nos moyens. Comme je l'ai dit, le DINK est la voie à suivre quand on débute. Je n'arrive pas à croire combien tu gagnes. Hank a dû dire une demi-douzaine de fois en parlant dans sa barbe. J'ai expliqué que nous économisions pour acheter une maison et que nous n'allions rester dans l'appartement qu'un an. Nous pourrions rester quelques mois après la fin du contrat, est-ce qu'un contrat au mois serait acceptable après un an? Hank nous a assuré que ça ne poserait pas de problème. Nous n'avons vu Hank qu'une seule fois durant l'année, et il a de nouveau mentionné mon salaire, et comment il ne pouvait pas croire que c'était ce que gagnaient les développeurs de logiciels. C'était gênant, et j'ai donné une réponse vague. Quoi qu'il en soit, un an plus tard, nous avions trouvé une maison à acheter, signé tous les papiers et fait des plans pour déménager. La nouvelle maison n'allait être prête que 2 mois après la fin de notre bail de location. J'ai donc appelé Hank pour lui demander si nous pouvions, comme convenu, simplement prolonger le bail de 2 mois avant de déménager. Hank m'a assuré au téléphone que ce n'était pas un problème et qu'il enverrait une prolongation à signer. L'extension est arrivée par la poste et elle comprenait une clause de mensualisation et une augmentation de 500 $ du loyer. J'ai paniqué et je l'ai appelé. Hank, pourquoi augmentes-tu le loyer de plus de 50%? C'est beaucoup trop, c'est plus que ce que va coûter ma nouvelle hypothèque. Il était super condescendant. Hopi, c'est le prix actuel de l'appartement, je perdrai de l'argent en le louant à un prix inférieur. J'ai essayé de le raisonner, mais il était très clair qu'il savait que nous pouvions nous permettre les 500 $ et que nous n'avions pas le choix, et qu'il allait nous entuber du mieux qu'il pouvait. Il s'est mis en colère contre moi pour avoir défendu mon point de vue, et je n'oublierai jamais ses derniers mots. Tu n'as pas aimé ça, Hopi, tu dois juste le payer. Ma femme et moi avons essayé de trouver un moyen de déménager plus tôt, en mettant nos meubles dans un garde-meubles pendant quelques mois et en squattant chez des amis, mais ça n'allait tout simplement pas marcher. J'ai ravalé ma fierté et fait un chèque de 1450 $ pour le mois supplémentaire. Un mois plus tard, j'ai fait un chèque similaire et nous avons déménagé. J'ai fait en sorte que l'appartement soit impeccable avant de déménager. Mais Hank a quand même retenu 300 $ de notre caution pour des conneries qui n'étaient qu'un moyen pour lui de soutirer quelques dollars supplémentaires aux enfants qui gagnaient trop d'argent. 100 $ pour le nettoyage, bien sûr, mais 300, c'était obscène. Dans mon esprit, il m'avait arnaqué de 1200 $ et je ne pouvais rien y faire. Ce qui est encore plus exaspérant, c'est que j'ai vu l'annonce que Hank a mise dans le journal après que nous ayons déménagé, et il a indiqué que l'appartement à louer ne coûtait que 150 $ de plus que ce que nous payions à l'origine, pas les 500 $ d'augmentation outrancière. Et il n'a pas été loué. Un mois plus tard, j'ai vu la même annonce, et il avait baissé le prix à 75 $ de plus que ce que nous avions payé, et je suppose qu'il a été loué puisque les annonces ont cessé de paraître. Avance rapide d'environ 5 ans. La vie est belle, la maison est belle, nous avons un bébé, et même si la bulle internet a éclaté, je suis toujours employé. Un jour, à l'improviste, j'entends l'un de mes collègues, Phil, un développeur senior, parler au type qui travaille à la réception. Hey Mike, j'attends que quelqu'un dépose de la paperasse pour moi. Si un Hank Wazowski demande à me voir, dis-lui que j'arrive tout de suite. Je me fige et j'ai un goût de bile dans la bouche en me rappelant comment j'ai dû écrire ce nom sur ces chèques toutes ces années auparavant.
Ce n'est pas possible que ce soit le même gars, n'est-ce pas? Je me dirige vers Phil, qui est toujours à la réception. Phil, comment connais-tu ce nom, Hank Wazowski? Phil m'explique que Hank est son agent immobilier. J'ai acheté mon appartement par son intermédiaire il y a plusieurs années. Je suis en train de vendre mon appartement pour pouvoir acheter une maison. Je vais donc lui demander d'être à nouveau mon agent. Vous le connaissez? Je dis à Phil que j'ai loué un appartement à Hank et je lui décris à quoi il ressemble. Phil confirme la description. C'est le même type. Le monde est petit, non? Et au bon moment, la porte d'entrée du bureau s'ouvre et Hank Wazowski entre. Je le regarde, incrédule. Il porte un dossier de papier et ne me reconnaît pas. Phil et Hank se serrent la main et discutent quelques instants. Je reste là en silence, me demandant ce que je dois faire. Phil finit par dire: Hank, voici mon ami Hoppy. Je pense que vous vous êtes déjà rencontrés. Oui, bonjour Hank, je suis heureux de vous revoir. Ma femme et moi étions vos locataires il y a quelques années sur Truc Street. Vous vous souvenez? Le développeur de logiciels qui a loué pendant un an pour économiser pour acheter une maison. Eh bien, c'est ici que je travaille. Ici. Avec Phil. Les yeux de Hank indiquent qu'il se souvient maintenant de moi et qu'il commence à faire le rapprochement. Nous nous serrons la main et il dit oui, bien sûr qu'il se souvient et demande comment nous allons. Oh, nous allons très bien, merci de demander. Phil dit que vous êtes son agent immobilier. Le monde est petit, n'est-ce pas? Hank acquiesce agréablement. Il ne se souvient toujours pas des détails de notre dernière conversation. Je fais quelques calculs rapides dans ma tête. Nous sommes au début ou au milieu des années 2000. Le marché de l'immobilier est très fort et l'argent facile pour tout agent. Le crash de 2008 est encore dans quelques années. Je commence à penser à voix haute. Vendre l'appartement pour environ 150 000 à 200 000 dollars, et vous cherchez des maisons dans la gamme de 500 000 dollars. Donc c'est 650 à 700 000 dollars en transaction totale. Un agent qui obtient 3% sur la vente, et l'achat obtient environ 20 000 dollars pour sa peine. C'est une bonne commission pour l'agent, n'est-ce pas? Les yeux de Hank clignotent, et je peux dire qu'il se souvient de tout sur moi maintenant. Phil est surpris par mon ton passif-agressif. Je profite du silence inconfortable. Hank détourne ma question, disant que c'est compliqué, et dit à Phil de renvoyer les papiers dès que possible. Il serre la main de Phil, me regarde, acquiesce, et s'en va. C'était vraiment bien de te voir, Hank, je l'appelle derrière lui. Il sort du bâtiment, alors que la porte est encore en train de se refermer. Je dis un peu trop fort, afin que Hank puisse entendre. Phil, ne signe rien pour l'instant, j'ai une histoire à te raconter. Phil me regarde et dit: Hoppy, qu'est-ce que c'était que ça? Il a l'air furieux et confus de mon comportement. Je raconte à Phil toute l'histoire. Les loyers, l'augmentation de 500 dollars, le dépôt de garantie. Tu n'as pas aimé ça, tu as juste à le payer. Tout. Phil, tu ne peux pas utiliser ce type pour vendre ton appartement et acheter une maison. Je le déteste, il est mauvais. Je vais t'aider à trouver un autre agent immobilier, mais utilise n'importe qui, sauf Hank. Ce qui est bien avec Phil, c'est que c'est un type formidable. Il dit qu'il est un peu surpris par mon histoire et qu'il a toujours connu Hank comme un homme franc. Mais je le vois très bien faire ça, admet-il. Il n'y a aucune chance que je passe par lui maintenant. Quel con. Puis les yeux de Phil s'illuminent un peu. Que veux-tu que je lui dise quand je le vire? J'ai des sentiments particuliers pour Phil maintenant. Nous avons élaboré un plan et je me suis assuré qu'il y avait quelques phrases clés dans le répertoire de Phil. Nous avons tout planifié ensemble à l'avance. Mon seul regret est de ne pas avoir pu voir la réaction de Hank en personne le lendemain, lorsque Phil a passé le coup de fil suivant, alors que je me tenais derrière lui pour écouter. Salut Hank, c'est Phil qui appelle. Oui, à ce propos, j'ai décidé de demander d'autres devis à d'autres agents. Je ne vais pas m'engager avec vous. Non, non, vous ne devriez pas faire de remise. Vous perdriez de l'argent si vous faisiez ça. Non, c'est juste une décision que j'ai prise. Non, ça n'a rien à voir avec Hopi. Eh bien, tu n'as pas aimé ça, Hank. Tu dois juste l'accepter. Au revoir. Clic. Et c'était la plus grande vengeance que j'aurais pu imaginer, grâce à une rencontre fortuite des années plus tard. Hank s'est fait avoir de 20 000 dollars de commission facile. Et le meilleur, c'est que Hank savait parfaitement que cela avait tout à voir avec Hopi. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.